Oh, eh bien, X et Y, vous savez ce que je vais faire. Boum, boum, boum. Chapitre 12. Ben oui, après tout... Merde. Après tout, j'ai 2 pieds. Hein? Bon, hein? Par contre, remettre les deux, c'est pas facile. Désolé, je digresse. Bon, chapitre X et Y. De son côté, Bien-Aimé se montrait intraitable. C'est à peine s'il adressait la parole à Manuel, ayant encore rien que pour lui commander. Fais ceci, fais cela, emmène-moi la génisse pintelée. Je vais la vendre moi-même à Pont-Beudet. Par Anaïs, Manuel avait appris ce qui s'était passé chez Larivoire. Gilles était rentré étouffant de colère contre Gervillain et ne parlant que de lui couper la tête au ras du cul pour le guérir de son insolence. La grosse Rosanna, qui voyait déjà son garçon aux mains des gendarmes, en avait eu un saisissement. Il avait perdu connaissance, ce qui avait effrayé Gilles au possible, et du même coup l'avait calmé. Mais il se déclarait partisan de la réconciliation. Il s'était mis en campagne pour persuader les autres, les jeunes. Il avait réussi plus ou moins à entraîner Moléon, Ismaël, Thermonfils et Périlis. Le dernier, on dirait un philosophe grec. Larivoire les encourageait en sourdine. Il n'avait de vraiment que... Il n'avait... Désolé. Il n'avait de vraiment contre que Gervillain et Nérestan. Les autres hésitaient encore, mais de plus en plus faiblement, car ce que Manuel avait prévu était arrivé. Les négresses avaient commencé à leur rendre la vie impossible. Elle les harcelait sans répit, bourdonnant à leur oreille 1000 questions et quantité de plaintes. Elle était pire que des guêpes. Il avait beau leur échapper pour aller avaler un peu d'air ou bien un grog dans la boutique de Florentine. À leur retour, elle les attendait à la barrière ou sur le pas de la porte, et les récriminations reprenaient de plus belle. Louis-Simé Jean-Pierre s'était impatienté et avait même fait le geste d'imposer silence à sa négresse déchaînée d'une calotte bien appliquée, mais celle-ci avait menacé de héler. À l'assassin! Et de crainte du scandale, Louis-Simé s'était abstenu, ce qui lui avait laissé une démangeaison au creux de la main. Et l'autre, voyant son triomphe, s'était mise à l'embêter avec toutes sortes de proverbes, comme quoi les dents pourries n'ont de force que sur les bananes mûres, ce qui voulait dire qu'il ne la traitait ainsi que parce qu'elle était une femme faible et sans défense. Il avait continué sur ce ton pendant un bon moment, de telle manière qu'à la fin, Louis Simé n'avait pu se retenir et lui avait lâché son paquet roidement en travers de son moulin à paroles, et voilà qu'au lieu d'ameuter le quartier, elle avait fondu en larmes, ce qui avait ramolli le cœur de Louis Simé et l'avait rendu tout honteux et regrettant. Jusqu'à Marina, la femme de Josaphat, était sortie de son mutisme. À Maotière, disait-elle, nous avons l'eau, nous autres. Mais pour les jardins, l'arrosage n'est même pas nécessaire. La fraîcheur suffit. La rosée du matin, au réveil, tout est brillant et mouillé. Faut voir ça. C'est comme une écume de soleil. Elle soupirait. Oui, mes amis, la vie est facile à Maotière, grâce à Dieu, oui. Josaphat lui demandait. Que penses-tu de cette histoire de réconciliation? Vous êtes le maître, vous autres les victimes, ce serait comme vous déciderez. Ils étaient dans la cause. Il l'attira à lui, sa jeune négresse, il la passa dans ses bras. Josaphat, mon homme, dit-elle. Depuis plusieurs jours, je voulais te l'annoncer. Je suis enceinte, chère. Mais je n'aurai jamais la force de porter ce petit jusqu'au bout, si nous continuons à vivre dans cette misère. Josaphat la lâcha, le front barré d'une ride. Alors tu crois que... Oui, dit-elle fermement. Il sembla réfléchir, puis sa face s'éclaira. C'est lui qui commande, ce petit nègre, j'irai dire oui à Gilles. C'est la vie qui commande, dit Mariana. Et l'eau, c'est la réponse de la vie. De telle sorte que les choses avaient l'air de s'arranger et de prendre le bon pli. Gervillain le sentait bien et se répandait en imprécations. D'ailleurs, depuis la réunion chez Larivoire, il ne dessoulait pas. Il est tombé dans l'alcoolisme à cause de ça. Il est pas mal con. L'eau, c'est mieux que l'alcool.
Même si on sait bien que l'alcool, c'est de l'eau. Nérestan lui tenait compagnie, mais à l'encontre de Gervillain, le Tafia disposait Nérestan à prendre la vie du côté plaisant. Il ne lui restait rien de sa violence. Il devenait maniable comme une barrique. On n'avait qu'à le pousser sur la pente, et il roulait jusqu'au fond d'une ivresse béate. Ouais, bon, je suis d'accord, ma blague de tantôt était pas drôle. C'est un même mort depuis longtemps. Sait-on jamais, je vais peut-être le faire ressusciter. Gervillain avait essayé de l'exciter. Rien à faire. L'autre ouvrait sa gueule et riait. De quoi? D'une histoire qu'on lui avait racontée dans les temps. Il l'avait oublié, mais il en était sûr que c'était drôle. À la fin, Gervillain l'avait injurié, et Nérestan était parti très vexé, penchant sous l'effet des grogues, comme un mât de voilier par grosse bourrasque, et répétant à tous ceux qu'il rencontrait que seul son bon caractère l'avait empêché, lui, Nestor Nérestan, d'écraser Gervillain comme une puce. Naturellement que toute l'affaire était parvenue aux oreilles d'Hilarion. Encore un autre qui ressemble à un grec antique. Ça ne lui avait pas fait plaisir, non pas du tout. Ce manuel dérangeait ses plans. Et comment? Et les habitants arrivaient à arroser leurs terres. Ils refusaient de les céder en paiement des dettes et des emprunts à taux usuaires qui s'accumulaient chez Florentine. Il fallait foutre le manuel sous clé, dans la prison du bourg, et lui faire dire où se trouvait la source. On avait les moyens de le faire parler. Ensuite, on laisserait les habitants sécher dans l'attente. Et quand ils auront perdu courage et tout espoir, lui, Hilarion, leur offrirait leur jardin et deviendrait propriétaire de quelques bons coraux de terre bien arrosés. L'ennuyant était qu'il faudrait partager avec le lieutenant et le juge de paix. C'était des voraces, mais Hilarion se débrouillerait pour avoir la meilleure part. La première chose à faire, c'était de s'assurer de Manuel. De toute manière, c'était un mauvais élément, un nègre dangereux qui causait des paroles de rébellion aux habitants. Tu feras ton devoir, lui dit Florentine, une ancienne jeunesse de la Croix des Bouquets qu'Hilarion avait ramassé dans la rigole et que l'ambion d'argent dévorait comme une fièvre maligne. Ce Manuel est contre la loi et l'ordre établi. Il est contre le gouvernement. Un peu comme l'auteur à son époque. Je vais vous en parler dans ma conclusion. Oui, parce que ici, une introduction, il y a une conclusion. Donc après le chapitre 14, il va y avoir une conclusion. La main sur la conscience, jura Hilarion, et il couvrit d'une large patte poilue la plaque d'officier de la police rurale qui brillait sur sa poitrine. La main sur la conscience, et en vérité de Dieu, c'est mon devoir. Qui dirait que la vie allait bientôt renaître à Font-Rouge? Dans le flamboiement de l'après-midi, le monde se dressait sur ses flancs saignés à blanc par la coulée des roches. Les arbres à pins malades et sécheresse servaient de perchoir aux corbeaux. Quand leur croassement véhément pour un instant apaisait, on attendait dans les bailliaondes le cri essoufflé des pintades. La mort zombie exhalait une odeur chaude et décomposée que le vent rabattait vers le village avec des nuées de maringouins. Est-ce qu'il est bien sanglé? Cria Bien-Aimé. Oui. Ah merde. Est-ce qu'il est bien sanglé? Cria Bien-Aimé. Oui, répondit Manuel, tirant une dernière fois sur la courroux. Délira leva la tête vers le soleil. Tu arriveras avant la nuit tombée. Elle soupira. Elle avait tout fait pour le décourager d'entreprendre ce voyage. L'alezan bancal que Dorismond avait prêté pour l'occasion attendait sous le calbessier. Bien-Aimé mit le pied à l'étrier et se hissa en selle avec un peu d'effort. Cette selle était la dernière splendeur qui lui restait. Mais la chabraque manquait. Chabraque, pièce de toile dont on recouvre une selle. Selle, le truc qu'on met sur les chevals. Pas le sel ou les selles. Un sac la remplaçait. Adieu, délira, dit Bien-Aimé. Et à Manuel, détache la bête. Baille-moi la corde, va ouvrir la barrière. Adieu, mon homme, dit Délira. Bien-Aimé cliqua de la langue et poussa l'alezan d'un coup de talon. La génisse suivit docilement. Manuel avait enlevé les bambous épais qui servaient de barrière. Fais bonne route. Oui, papa, dit-il. Merci, répondit Bien-Aimé sèchement, sans le regarder. Manuel revient sur la cause. Les mabouillas traînaient leur ventre gras et mou sur la poussière du sentier et s'élançaient en se poursuivant sous la clôture de chandeliers dans le jardin abandonné au chardon. Mabouillas, lézard. Pour un entêté, c'est un entêté, se plaignait la vieille. Comme si tu n'aurais pas pu t'occuper de cette vente à sa place. C'est qu'il ne se rend pas compte de son âge.
Voilà qu'il va être obligé de passer la nuit à Beudet sous une galerie quelconque. Et la fraîcheur du serein ne vaut rien pour ses rhumatismes, sans compter qu'il aura à refaire demain après-midi toute cette longue route. En vérité, ce bien-aimé est un nègre déraisonnable. Malgré que Manuel eût désiré éviter à son père les fatigues de ce voyage, il n'avait pas beaucoup insisté pour le persuader d'y renoncer. Il voulait profiter de son absence pour se rendre à la réunion qui aurait lieu le soir même chez l'Arivoire. Surprendre les habitants par sa présence inattendue, ne pas leur laisser le temps de se reprendre et les convaincre qu'il n'y avait pas d'autre issue à leur situation que les réconciliations. Pour occuper son impatience, il se mit à tresser un chapeau de latanier. Sa mère s'assit près de lui sous la galerie. « Ce grand matin, fit-elle, j'ai rencontré Anaïs. Elle allait sûrement à Mahotière pour la lessive. Elle portait un panier rempli de hardes. Et elle m'a dit bonjour. Bonjour, maman, qu'elle m'a dit. » Les doigts diligents de Manuel lassaient et entrelaçaient la paille. Et tu sais ce que je lui ai répondu? Bonjour, belle fille, que je lui ai répondu. Elle m'a montré ses dents dans un sourire. En voilà de belles dents blanches. En voilà de grands yeux. En voilà une peau fine, une peau noire fine comme la soie. Et avec ça, c'est une négresse à longue tresse. Je l'ai vue à une mèche de ses cheveux qui dépassait de son mouchoir. Ils mettent leurs cheveux dans des mouchoirs. Ça doit pas être les mêmes, je suppose. En vérité, le bon Dieu l'a agrémenté de ses propres mains. Mais tu vois, ce qui compte vraiment, c'est pas tellement une belle figure. C'est les bonnes mœurs et cette Anaïs a l'air bien comme il faut. On ne peut pas prétendre le contraire. Ces jours-ci, c'est pas facile à trouver, non. Il y en a trop parmi ces jeunes. Ces journaux, c'est pas facile à trouver. Il y en a trop parmi ces jeunes négresses qui ont perdu le respect pour les coutumes des anciens. La ville leur a retourné la tête. On dirait qu'on leur a frotté la plante des pieds avec du piment. Ils n'étaient plus en place, les dévergondés. La terre n'est plus bonne pour elle. Elle préfère aller travailler comme cuisinière chez les mulâtres riches, comme si c'était une chose à faire. La vieille fit une moue de mépris. Un péché. Moi, je dis que c'est un péché. C'est ce que je dis moi-même. Compère, tu ne connais pas la source de Mahotière? C'est que tu n'as pas de ces parages, frère. Dans l'entrejambe du morne, qu'elle coule, cette source. Tu quittes les cases et les jardins, et par la facilité de la pente, tu arrives à la ravine. C'est une ravine fraîche à cause d'une falaise escarpée et des branchages de mombin qui l'ombragent. Les fougères, il y en a partout où souhaite l'humidité et une natte de cresson et de menthe trempe dans le courant ralenti. Sous les roches, on pêche des écrevisses, pas de très grosses, mais elles sont de la couleur de l'eau ensoleillée, pour qu'on les voie moins, ces bêtes rusées. Mais on les attrape en panier avec du riz. C'est un bon manger, tu peux me croire. On dirait que le soleil prend plaisir à jouer sur les galets de l'eau, sur les galets, et l'eau fait un bavardage continuel qui se mêle au claquement des batouelles, battoirs à linge, des lessiveuses sur le linge mouillé. Ça fait une rumeur intarissable, un murmure rieur qui accompagne le chant des négresses. Non, ils n'ont pas à plaindre, ceux de Mahotière. Ils ont toutes leurs nécessités, une terre rouge et grasse étagée en planton, bonne pour les vivres. Les avocatiers, les manguiers, protègent les cases contre les ardeurs du jour. Et sur les clôtures, on voit courir ces grappes de clochettes roses. Comment les appelle-t-on déjà? Les belles mexicaines, voilà comment on les appelle. Ok. Mais la grande chance de ces habitants, c'est la source. Il n'y en a pas, dans tous les alentours, d'eau meilleure ni plus claire pour le boire. Et vers Plaisance, dans la courbe ouverte de la ravine, elle gagne le plat de la plaine où les nègres de l'endroit l'ont étalée pour leur rizière. Les vieux de Mahotière racontent comme ça que la maîtresse de l'eau est une femme mulâtresse. À minuit, elle sort de la source et chante et peigne sa longue chevelure ruisselante, que ça fait une musique plus douce que les violons. C'est un chant de perdition pour celui qui l'entend. Il n'y a pas de signe de croix ni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen, qui puisse le sauver. Son maléfice le prend comme un poisson dans une nasse, et la maîtresse de l'eau l'entend au bord de la source. Et chante, et lui sourit, et lui fait signe de la suivre au fond des eaux, d'où ils ne remonteront jamais. Non, il ne remontera jamais. Anaïs a étalé ses hardes à sécher sur les galets, ses robes, ses mandras bleus, violets, rouges, enfin toutes ses affaires.
Les pantalons de Gilles, son frère, avec de larges rapiessages, là où ce serait une honte s'il manquait. Les jupons à volants de dentelle de Rosanna, comme portent les personnes d'âge sérieux, et les mouchoirs blancs qu'il faudrait bien empeser à l'amidon, et que coiffe sa mère pour aller au bourg avec un châle noir. Elle penche la tête sur la lessive, ses mains actives tordent le linge et font gicler le savon. Elle ressemble à une reine de Guinée, Anaïs avec ses reins cambrés, ses seins nus, durs et dressés, sa peau si noire et lisse. Ok, donc elle est à poil depuis tout ce temps et on ne savait même pas. Sa cousine Roselia lave à ses côtés. Elle parle sans arrêt, elle raconte les histoires de fond rouge, celles qui sont vraies et celles qu'elle invente. C'est une langue piquante, cette Roselia, mais Anaïs l'entend sans l'écouter. Ses pensées sont auprès de Manuel. Manuel cher, songe-t-elle, une vague de chaleur l'envahit. Une défiance si douce qu'elle voudrait fermer les yeux, comme lorsqu'hier au soir elle avait caressé, et elle se sentait aller à la dérive d'un courant brûlant où chaque vague était un frémissement de son corps, et il la couvrait tout entière. Il se mêlait à elle, et elle ne quittait sa bouche que pour crier ce chant déchirant de son sang, qui jaillissait du secret de sa chair et s'épanouissait en une plainte heureuse et délivrée. « Je suis sa femme », pense-t-elle, et elle sourit. « Il a fallu que tu fasses tout ce long chemin de Cuba à Issite pour me trouver. C'est une histoire qui commence comme un conte. Il y avait une fois, mais c'est un conte qui finit bien. Je suis ta femme parce que, ah Dieu, il y en a où c'est plein de morts et de désastres. Tu ne travailles plus. Tu es fatigué? Demanda Roselia. Anaïs secoue la tête comme au sortir d'un rêve. Non, cousine, dit-elle. Elle saisit le battoir et frappe sur le linge. L'indigo déteint sur le courant et prend le fil de l'eau. Roselia a déjà 4 enfants. Sa poitrine est sèche et flétrie. Elle regarde avec envie les seins gonflés d'Anaïs, leurs pointes mauves comme du raisin. Depuis quand les jambes étaient ton mauve? C'est peut-être un petit peu pas mal étrange. Je vais être honnête. Je me rends compte que j'ai eu mon bas à l'envers. Bon, c'est ça de les enlever tout le temps. Tu devrais te marier, fait-elle. Moi, dit Anaïs, j'ai tout le temps devant moi. Elle étouffe un petit rire que l'autre prend pour la timidité des jeunes négresses. Mais c'est un rire qui veut dire, pour une surprise, ce sera une surprise quand vous me verrez dans ma case avec mon homme Manuel. Et il aura des lauriers dans notre jardin et des roseaux le long du canal. Le jour a pris fin avec la brune, le ciel s'est brouillé, le monde s'est effacé. Le bois est entré dans l'ombre, une mince serpette de lune s'est mise à voyager dans les nuages, et la nuit est venue. L'un après l'autre, les foyers des cuisines se sont éteints. On entend une voix de femme mécontente qui hèle son petit nègre attardé dans le cour pour un besoin malgré la grand-peur du loup-garou. Un chien ulule, un deuxième lui répond, et de porte en porte, un concert d'aboiements s'organise. Le moment du repos est arrivé où chacun va s'étendre sur sa natte. Fermer les yeux, essayer d'oublier sa misère dans le sommeil. Fort-Rouge s'endort dans le noir. Il n'y a pas une lumière, sauf chez l'Arivoire. Un lumignon planté au milieu de la terre, sous la tonnelle, et quelques habitants sont déjà là. Le maître de la case, Similien, son garçon, Gilles, Josaphat, Ismaël, Louis-Simé. Les autres viendront sans retard. Manuel le sait et il attend. « Dis-moi, Manuel, tu dors, Manuel ?» demande sa mère dans la chambre voisine. Assis sur le lit, il ne répond pas, il fait semblant. Seul brûle faiblement devant l'image d'un saint, la mèche trempée dans l'huile de Palma Christi de la lampe éternelle. Un souffle d'air passe sous le battant mal joint de la fenêtre, fait remuer la flamme et avive les couleurs déteintes. C'est l'image de Saint Jacques, et en même temps c'est Ogun, le dieu dahoméen. Il a l'air farouche avec sa barbe hérissée, son sabre brandi et la flamme lèche le bariolage rouge de son vêtement. On dirait du sang frais. Dans le silence, Manuel entend sa mère se retourner sur la paillasse, chercher la bonne place pour le sommeil. Elle murmure des paroles qu'il ne comprend pas, une oraison peut-être, une dernière prière. C'est une personne qui est à tu et à toi avec les anges, délira. Le temps passe et Manuel s'impatiente à la fin. Il va à la porte et écoute. « Maman » appelle-t-il doucement. Une respiration apaisée lui parvient, la vieille endormie. Manuel ouvre la fenêtre avec beaucoup de précaution. Les gonds rouillés grincent un peu
et il se glisse dans la nuit. Le petit chien le reconnaît sans aboyer et trotte un moment sur les talons. Il fait noir comme chez le diable. Heureusement qu'un petit filet de lune coule sur le sentier. Les chandeliers dressent un mur de ténèbres le long du jardin. Les criquets criaillent dans l'herbe. Manuel enjambe les nattes de la barrière. Il est sur la grande route. Il n'y a pas loin jusqu'à la case de la Rivoire. La lumière lui fait signe et le guide. Il passe devant Chanaïs. Bonsoir, ma négresse, pense-t-il. Il imagine coucher les visages sur son bras replié et un grand désir qu'elle le prend. Cette semaine, bien-aimé délira apportant à Rosanna la lettre de demande. Quelles belles paroles ils avaient écrites sur M. Paulma. Il les avait lues à haute voix pour Manuel, se passant de contentement de la langue sur les lèvres, comme si du sirop lui coulait de la bouche. Et ensuite, il lui avait offert un rhum fin en vérité. Il avait toujours regretté, Manuel, de ne pas savoir les Écritures. Mais lorsque l'existence, grâce à l'arrosage, sera devenue meilleure, on demandera au magistrat communal du bourg d'installer une école à Font-Rouge. Il proposerait aux habitants de bâtir de bonne volonté une cause pour l'abriter. C'est nécessaire, l'instruction. Ça aide à comprendre la vie. Témoin, ce compagnero à Cuba, compagnero camarade, ce compagnero à Cuba qui lui parlait politique au temps de la grève. Il en savait des choses. El hijo de su madre, le fils de sa mère. Et les situations les plus embrouillées. Il te les démêlait que c'était une merveille. Tu voyais devant toi chaque question alignée sur le fil de son raisonnement, comme du linge rincé accroché à sécher au soleil. Il t'expliquait l'affaire si claire que tu pouvais la saisir comme un bon morceau de pain avec la main. Il te la mettait comme qui dirait à ta portée, et si l'habitant allait à l'école, certain qu'on ne pourrait plus si facilement le tromper, l'abuser et le traiter de bourrique. Il arrive devant la barrière de la Rivoire. La nuit enveloppe. Les habitants font cercle sous la tonnelle. Gervillain parle, les autres l'écoutent. La Rivoire secoue la tête, fait le geste de l'interrompre. Le Gervillain continue. Il baisse l'air du bras. Il frappe du pied. Honneur, crie Manuel. Respect, répond la Rivoire. Manuel s'avance rapidement. Les habitants le reconnaissent lorsqu'il arrive dans la lumière. Certains se lèvent, d'autres restent cloués sur leur chaise, bouche bée, pétrifiés de stupeur. Je suis venu, frère, dit Manuel. Entre avec respect, reprend la Rivoire. Je vous dis bonsoir, frère. Il y en a qui répondent de mauvaise grâce, d'autres non. La Rivoire lui avance sa chaise. Avec ta permission, dit Manuel, je resterai debout devant tes chevaux blancs. La Rivoire sourit du coin des lèvres. Il connaît les usages, Manuel. Manuel s'appuie de l'épaule contre un poteau de la tonnelle. Je viens avec la paix et la réconciliation. Parle, dit la Rivoire, on t'entend. C'est vrai, oui, ce qu'on répète. J'en fais le serment sur la tête de ma vieille maman. J'ai découvert une grande source. Des menteries, grogna Nérestan. J'ai fait un serment, compère Nérestan. Et je n'ai pas l'habitude de la fausseté. Rappelle-toi quand nous étions de jeunes bougres, pas plus haut que ça, on t'accusait un jour d'avoir volé des épis de maïs dans le jardin de Dorismont. Et je me suis présenté pour avouer que c'était moi. Même que mon papa m'a arraché la peau du dos à coups de fouet. C'est vrai, s'exclama Nérestan. Ma parole, tu as bonne mémoire. Il riait maintenant de toute sa large gueule et s'assénait sur les cuisses des tapes et écrabouillait la tête d'un chrétien. « Ferme tes dents !» grinça Gervillain rageusement. Ces épis de maïs-là, je les avais volés pour les faire boucaner dans le bois avec Josaphat et Pierre-Ulysse. À l'époque, on partageait. C'est un nègre rusé, pense la Rivoire avec admiration. Il a détourné l'orage. Ok, le chapitre 12 est pas mal long. Je suis parti pour les pays étrangers, continua Manuel, et quand je suis retourné, j'ai découvert Font-Rouge saccagé par la sécheresse et plongé dans une misère sans pareille. Il prit un temps, et j'ai trouvé les habitants dispersés par le désaccord. Le malaise recommençait. Les faces des habitants étaient contractées. Manuel alla droit au but. Il y a un moyen de sortir de la sécheresse et de la misère. C'est d'en finir avec ce désaccord. Le malaise recommença. Les faces des habitants étaient contractées. Manuel alla droit au but. Il y a un moyen de sortir de la sécheresse et de la misère et d'en finir avec ce désaccord. Merde, désolé, je viens de le lire. J'avais perdu le fil. Moi, je sais pas fou perdre le fil pendant que je fais un livre audio, mais bon, regarde. On ne peut jamais finir avec le sang, cria Gervillain. Le sang a coulé, le sang de Dorsica. C'était mon papa, vous avez oublié? Et Sauveur est mort en prison, dit Rivoire. La vengeance est accomplie. Non, car ce n'est pas moi qui l'ai tué de ses mains, de mes propres mains.
Une grimace frénétique tordait la figure de Gervilain. Il agitait ses mains comme d'énormes araignées. Compère Gervilain, commença Manuel. Ne m'appelle pas compère, je ne suis rien pour toi. Tous les habitants sont pareils, dit Manuel. Tous forment une seule famille. C'est pour ça qu'ils s'appellent entre eux, frères, compères, cousins, beaux-frères. L'un a besoin de l'autre. L'un périsse sans le secours de l'autre. C'est la vérité du Kumbit. Cette source que j'ai trouvée demande le concours de tous les habitants de Font-Rouge. Ne dites pas non. C'est la vie qui commande. Et quand la vie commande, faut répondre. Présent. Bien parlé, fait Gilles. La vie commande. N'était-ce pas là la phrase même de Mariana? Josaphat se lève. Présent, dit-il. Je suis d'accord. Dis-moi, est-ce que c'est une eau suffisante? demande Ismaël. Parce que mon jardin, dans le temps, donnait 30 sacs de maïs bien comptés. Chacun en aura pour son besoin et sa jouissance. Charogne! Cracha Gervilain, se tournant d'un mouvement si brutal vers Ismaël que celui-ci tâta sa machette. Ah, compère Gervilain, dit-il, secouant lentement la tête, mais le regard vigilant. Tu ne ménages pas ta bouche, tu es sans respect pour ton semblable, tu le regretteras un jour, oui. En voilà un nègre emmerdant, murmura Moléon. Je vois, vous êtes tous contre moi. Gervilain parlait, comme s'il salivait d'une bile gluante. Vous avez vendu votre conscience pour quelques gouttes d'eau. Tu la vendrais bien si c'était du clairin ta conscience. Gervilain sembla n'avoir pas entendu Gilles. Quant à moi, l'Arivoire, tu as bien défendu la famille. Merci, je te dis merci. Merci, parce que question de considération pour ton âge, je ne te dirai pas, comme à cette bande de saloperies, ce que je pense de toi. Mais, s'impatienta l'Arivoire, est-ce que tu ne peux pas réfléchir un moment? Est-ce que la raison ne peut pas entrer dans ta cervelle? Non. Foutre, je ne veux pas. Il se dirigea vers Manuel, il s'arrêta à 2 pas de lui. Il le regarda longuement comme s'il prenait la mesure et dit avec un sourire qui lui déchirait la bouche. Tu as croisé 2 fois le chemin de Gervilain, Gervilis. Une fois, c'était déjà trop. Il disparut dans la nuit. Les habitants se sentirent délivrés par le départ de Gervilain. Ils respirèrent plus à l'aise. On dirait qu'un mauvais esprit le tourmente, ce Gervilain, fit Louis-Simé Jean-Pierre. C'est une nuisance, ce nègre, ajouta Périlis. Manuel n'avait pas bougé de sa place. Il écarta Gervilain de sa pensée comme on chasse un maringouin. Il attendait la décision des habitants. Naturellement, ils acceptaient les habitants, mais ils ne pouvaient pas répondre comme ça à la va-vite. Ils auraient l'air trop pressés. Il ne faudrait tout de même pas que ce Manuel crût qu'il avait si facilement gagné la partie. On avait sa dignité, n'est-ce pas? Rusé comme il était, l'Arivoire comprit la tournure que prenaient les choses. Tu es venu avec honnêteté. Nous t'avons écouté. Mais il est encore trop bonne heure pour dire oui ou non. Espère jusqu'à demain, si Dieu veut, je t'apporterai moi-même la réponse. Je suis déjà d'accord, dit Gilles. J'ai répondu. Présent, dit Josaphat. Je ne suis pas contre, dit Pierre-Ulysse. Moi non plus, dit Ismaël. Mais les autres gardèrent le silence. Tu vois, fit l'Arivoire, il y en a qui n'ont pas encore décidé. Soit dit sans vouloir te mettre à la porte, nous avons à l'examiner l'affaire entre nous. Merci pour ta visite, frère. Tu as dit un mot plaisant à entendre, l'Arivoire. Moi aussi, je vous baille mon merci, frère habitant. Et si ce Gervilain retourne par ici, dites-lui, s'il vous plaît, que je n'ai pas de mauvais sentiments contre lui. Que voici ma main, et que c'est une main grande ouverte pour la paix et la réconciliation. Nérestan se leva, il marcha lourdement vers Manuel. Sa tête touchait presque la toiture de la tonnelle. Ses épaules bouchaient la vue de 4 habitants. Quel bûcheron il faudrait pour ébrécher et abattre un tel homme, songeait Manuel, le regardant venir. Compère Manuel, dit Nérestan, j'avais oublié cette histoire de maïs. Le nègre n'est pas ingrat. Grâce à Dieu, Nestor Nérestan n'est pas ingrat. Il offrait sa main gigantesque, Manuel la prit. Une force terrible dormait entre ses doigts épais et rugueux comme l'écorce. Salut, dit Manuel. Salut, répondit Nérestan. Du même geste, ils portèrent la main à leur front. Serviteur, dit Nérestan. Serviteur, répondit Manuel. L'Arivoire lui toucha l'épaule. Adieu, mon fils, tu es un bon nègre. Tu me verras demain après-midi, avant midi. Alors adieu, l'Arivoire, dit Manuel. Prends ce morceau de bois de pin. Il éclaira ta route. L'Arivoire lui tendit l'esquille allumée dont la flamme filait en fumée et répondait à une odeur de résine. La politesse est grande, remercia Manuel. Eh bien, cousin, adieu, oui. Cette fois, tous le saluèrent. Leur voix n'hésitait plus. Elle rendait un son d'amitié. Manuel traversa la barrière. Il marchait sur la grande route. La torche de pain jetait un peu de lumière autour de lui. Un pan de clôture sortait de l'ombre. Un porc surpris baugeait dans les chaudrons. Dans les chardons, s'enfuyant en grognant. Manuel allait le cœur léger.
Quel jardin d'étoiles dans le ciel, et la lune glissait parmi elles, si brillante et aiguisée que les étoiles auraient dû tomber comme des fleurs fauchées. Je suis sûr que demain, l'arrivant apportera la bonne réponse. Tu as fait ton devoir, tu as rempli ta mission manuelle, la vie va recommencer à fond rouge. Et maintenant, tu pourras bâtir cette case. 3 portes qu'elle aura, je répète. 2 fenêtres, une galerie à balustrade et un petit perron. Le maïs poussera si haut qu'on ne la verra pas de la route. Il longeait la haie de chandeliers d'Anaïs. Ce sera comme ça, ma négresse, et tu verras que ton homme n'est pas un fainéant, mais un nègre vaillant, levé chaque jour au premier chant du coq, un travailleur de la terre sans reproche, un gouverneur de la rosée véritable. La case dormait, au fond de la cour, sous les arbres. Il s'arrêta un moment, il respira l'odeur des fleurs de Campeche, et une grande joie calme et grave entra en lui. Repose, Anna, repose, chère, jusqu'au lever du soleil. Un bruit d'herbe froissée le fit se retourner. Il n'eut pas le temps de parer le coup. L'ombre dansa devant lui et le frappa encore. Un goût de sang lui monta à la bouche. Il chancela et s'affaissa. La torche s'éteignit.